Ok, nous allons commencer. Mhm. Nous allons lancer définitivement cette rencontre. Déjà, bonsoir et bienvenue, Émilie. Merci. Bonsoir, bienvenue à tous. Vous me suivez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord, bienvenue à cette rencontre, à ce webinaire. Ok, 14e édition des Mouna Kalati Talks. Bonsoir, Christian. Bienvenue à cette rencontre. Bonsoir. Numérique. Et nous allons tout de suite enchaîner avec les premières orientations thématiques. Oui, nous réfléchissons aujourd'hui sur la thématique du rôle et de la contribution des prix littéraires dans la promotion et la consécration du livre jeunesse en Afrique. Vous savez, dans un contexte où il y a une prolifération des auteurs de jeunesse, il y a une prolifération des illustrateurs, il y a de plus en plus d'œuvres de jeunesse écrites en langue africaine, se pose une autre question centrale et fondamentale qui est celle de la consécration ou bien La technique, ça arrive. Allez, faire la technique. C'est compliqué. Oh là là. Il a été déconnecté. Eh oui. C'est un problème de bande passante, peut-être, non? Ouais. En attendant que Monsieur Herman nous rejoigne, une fois encore, chers panélistes, bonsoir et bienvenue à ce webinaire. La bouette. Voilà, Herman est là. Ok, vous me suivez? Wow. Puis Emmanuel, on te Problème suit, de connexion, vraiment. Et... Je vais, puisque je n'étais pas directement au début, je vais couper ma vidéo. Peut-être ça va maximiser ma bande passante. Si vous voulez que je coupe la vidéo aussi, vous me dites. Hein. Emmanuel, c'est bon? Emmanuel? Oui, j'ai des problèmes de connexion. Delali, vas-y, je pense que tu peux prendre la conversation. Tu peux commencer, en fait. Prière de prendre le relais en attendant que je règle les problèmes de connexion que j'ai. Ok. Allô, vous me suivez maintenant? Oui. On vous entend très bien, Allô, Herman. D'accord, on va essayer. Moi, j'entends très bien. On va essayer. J'ai des difficultés de connexion, mais ce que je vais, pour faciliter la tâche, je vais travailler avec Delali, en fait. Dès que je pars, puisqu'elle a le concept note de la rencontre, elle va enchaîner directement pour qu'il n'y ait plus de coupure. D'accord. C'est la meilleure Très façon. bien. Très bien. Le relais est transmis à Delali. D'accord. Ok, Émilie, on va passer directement à la première question. Selon vous, voilà. Donc, progressivement, on va changer. D'accord. Oui. Ok, Émilie, s'il vous plaît. Oui. Et selon vous, il y a combien de prix littéraires en Afrique? C'est-à-dire combien de prix jeunesse? Alors, moi, j'ai pas fait une enquête. J'en connais 2. Et surtout, j'en connais un très bien. Alors, il y a le prix Jeanne Cavalli et puis il y a le prix Hervé Gigot. Et moi, je connais surtout le prix Hervé Gigot, dans la mesure où, en fait, moi, je suis toute nouvelle sur mon poste. L'Afrique, avant la littérature de jeunesse africaine, avant d'arriver en poste à la Bibliothèque nationale de France, sur le poste de Viviana Quinones, je ne connaissais pas. Et donc, je suis en pleine découverte.
Et D'accord. je me suis rendu compte, en découvrant un jour un album intitulé La forêt sacrée, que cet album avait eu un prix, le second prix, ou je ne sais plus, ou une mention spéciale, je ne me souviens plus, pour le prix Hervé Gigot. Et j'ai donc commencé à Ah, d'accord. m'intéresser Et justement, à ce prix de littérature de jeunesse. Vous m'entendez? c'est... Oui, oui, on Et vous reçoit, madame. Vous très pouvez bien. aller. Parfaitement. Et donc je m'y suis intéressée parce qu'à chaque fois que je lisais des livres qui avaient eu un prix Hervé Gigot, je les trouvais très beaux, aussi bien pour les illustrations que les histoires. Et du coup, j'ai contacté Ok, d'accord. Béatrice Lalinon-Bagdo, et c'est comme ça qu'on en est venu ensemble à écrire un article sur la revue Takamtikou, qui est donc la revue dont je m'occupe pour la rubrique Afrique, qui est la revue en ligne de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et plus particulièrement du Centre national de la littérature pour la jeunesse. Takamtikou, qui est une revue qui a été papier pendant D'accord. des années et qui, depuis 10 ans, est en ligne. Voilà. D'accord, ok, super. Christian Elonga, je ne sais pas s'il est avec nous. J'aimerais savoir, bon, peut-être en attendant qu'il nous rejoigne, Oui, oui, il je est suis là. clair qu'il y a un nombre. Oui, Christian, s'il vous plaît, vous connaissez combien de prix en littérature de jeunesse en Afrique? Oui, en termes de prix littéraires en Afrique, il y en a en moyenne 5. Il y a le prix Jean Cavalli de littérature jeunesse au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a le prix que Émilie a déjà partagé, Hervé Gigot, qui est beaucoup plus au niveau du pays. Et il y a un prix également au niveau du Sénégal, qui est beaucoup plus par rapport à l'illustration et la bande dessinée. Il y a au niveau du Cameroun, il y a les BD, que ce soit également associés, qui offrent une récompense. Ce n'est pas réellement en termes de prix, mais c'est une récompense pour les meilleurs BD au cadre de concours. Donc, je pense que le problème, ce n'est pas tellement en termes de l'existence de prix, mais de l'impact que ces prix-là ont au niveau de la création littéraire et également de la visibilité de ces prix en termes de promotion de la littérature jeunesse africaine. Donc, c'est bon d'avoir des prix, mais il faudrait que ces prix-là puissent contribuer de façon significative à la légitimation du livre de jeunesse. Et bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Enfin, moi, j'en connaissais que 2, donc merci Christian pour Ok, cette information. d'accord. Je veux bien. Ok, d'accord. Pour tout un continent, quand même, on remarque que c'est assez faible. Hein. Là, on a parlé du Cameroun, c'est un prix national. Au Sénégal, c'est un prix national. Alors, qu'est-ce qui justifie donc ce faible nombre de prix littéraires pour les créateurs et éditeurs de livres pour enfants et que faire de manière pratique pour avoir davantage de prix littéraires en Afrique pour soutenir la création et l'édition jeunesse? Émilie, je commence Oui, par vous. d'accord. Bon, non parce que d'accord, très bien. Ah ben, alors moi, c'est difficile de répondre directement à cette question. Ce dont je peux parler, c'est peut-être le fait qu'il y a différents types de prix. Il y a les prix qui récompensent les livres qui existent, et c'est ce qu'on appelle un prix littéraire classiquement. Et puis il y a un prix qui est comme le prix Hervé Gigot, qui est pas en soi, pour moi, aurait pas été, je l'aurais pas appelé prix littéraire, mais je l'aurais plutôt appelé concours, appel à projet, puisqu'en fait, il récompense des projets et non pas des livres existants. Ce sont des projets de livres qui sont ensuite publiés par la maison d'édition Ruisseau d'Afrique en coédition avec d'autres maisons d'édition. Et là, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de booster, comme dit Christian, la littérature de jeunesse, puisque ça fait exister quelque chose qui n'existait pas. Un projet qui peut-être n'aurait pas eu lieu si il n'y avait pas eu ce concours. Et en plus, il y a une mutualisation des moyens puisqu'il y a une coédition
entre plusieurs maisons d'édition africaines. Voilà, les prix Hervé Gigot, il peut être coédité entre Ruisseau d'Afrique et Vallès, Ruisseau d'Afrique et Gandal, selon l'origine de l'auteur. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, et ça donne une vraie visibilité en fait à l'album jeunesse, parce qu'en général, ce sont des albums qui sont plébiscités dans ce prix, puisque c'est un prix d'illustration, et cette illustration devient un livre. Et je pense que voilà, on peut, dans les prix de littérature jeunesse, les prix de littérature en général, faut bien distinguer entre ce qui est prix littéraire et ce qui est plutôt un concours. Et le prix Hervé Gigot, c'est plutôt un concours, et ça, vraiment une fonction à mon avis, visiblement, pour faire vivre la littérature de jeunesse africaine. Voilà ce que j'ai à dire sur la différence entre le concours et le prix. Même si on peut, voilà, les deux sont des prix, mais c'est pas la même chose que de récompenser ce qui existe, ou bien de faire exister un livre qui n'existe pas encore. Voilà, merci beaucoup pour ce riche partage. Voilà, sinon l'idée c'est de revoir comment travailler sur la visibilité de ces prix existants, parce que là on a l'impression que c'est vraiment faiblement représenté. D'où je m'en vais m'adresser à Madame Michel. Madame Michel, bonsoir. Madame Michel, bonsoir. Bon, en attendant qu'elle nous rejoigne, Herman, vous avez la parole. D'accord, merci pour la réponse, je l'ai bien noté. Il faut faire bien la différence entre un prix et un concours. Ça, c'est très pertinent comme réaction. Donc, vous avez parlé de la mutualisation. Il faut aller vers une mutualisation pour avoir davantage d'investissement dans ce côté. Ça m'amène à la troisième question, à la prochaine. Et quel est le rôle des prix littéraires dans l'industrie du livre jeunesse en Afrique? Alors, vous me posez la question à moi. Alors c'est pareil. Je parlerai que de ce que je connais. Donc c'est le prix Hervé Gigot que je connais de l'intérieur pour avoir suivi l'élaboration de cet article. Et de fait, dans la mesure où ce prix est un concours qui est organisé par une maison d'édition, c'est une vraie économie circulaire, puisque le projet d'illustration qui reçoit le prix devient un album jeunesse qui paraîtra l'année suivante. Donc on en est là à la troisième édition du prix Hervé Gigot, et il y a encore des albums qui vont paraître bientôt, et qui sont les prix de l'année 2019, je crois. Voilà. Et puis on a les projets de 2021 qui aussi deviendront des albums, si je me trompe pas. Alors là, je parle, Béatrice Linon parlerait beaucoup mieux que moi de ça, puisque c'est quelque chose qu'elle a mis en place. Je ne peux que vous renvoyer vers l'article de Christelle Linon qui est sur le site de Takamdiku, qui explique vraiment bien en fait cette dynamique et cette économie avec plusieurs éditions, avec un foyer, des illustrateurs. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que pour qu'il y ait des prix, qu'il y ait de la visibilité, pour ça, il faut qu'il y ait une édition qui ait beaucoup de visibilité. Et en Afrique, il y a des maisons d'édition, en Afrique francophone, il y a des maisons d'édition qui ont une certaine visibilité. Puis il y a des pays où les maisons d'édition font plus paraître beaucoup de livres. En ce moment, le Sénégal, il y a moins de livres qu'il y en avait avant, j'ai l'impression. Moi, je cherche à acheter des livres en Afrique, et j'ai parfois un petit peu de mal à trouver, par exemple, les nouvelles éditions du Sénégal, je ne trouve plus. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il faudrait que c'est toute une économie en fait. Moi, quand je pense à une sorte de microéconomie de la littérature de jeunesse, je pense à ce qui s'est passé au Portugal. Le Portugal a
a vu sa littérature de jeunesse, et en particulier les albums jeunesse, exploser au XXIe siècle. Il y a eu comme ça un ensemble, parce qu'il y a eu des éditeurs qui ont eu la même vision de l'illustration jeunesse, et qui ont tout d'un coup, voilà, qui sont sortis de terre comme ça, et qui ont fait. Et ben, tout ça, c'est un ensemble il faut des illustrateurs, il faut des auteurs, il faut des éditeurs pour mettre ça en place le plus possible. Je pense que et dans cette perspective-là, l'appel à projet, donc le concours, le prix littéraire qui est plutôt un concours, me semble une bonne formule, vraiment peut-être plus qu'un prix littéraire classique qui récompense l'existant. Parce que l'existant, il faut le faire exister, il faut le faire advenir surtout. Voilà. Nous comprenons donc que vraiment ces prix littéraires ont vraiment une grande place en ce qui concerne la visibilité surtout des livres jeunesse africaine. Mais là, j'aimerais me tourner vers Monsieur Christian. Monsieur Christian Elongue, vous êtes là? Monsieur Christian est là? Allô, Monsieur Christian? Toujours un souci de connexion. Mm-hmm. Allô, Monsieur Christian? Ok, en attendant qu'il nous revienne, Madame Émilie, oui. Pensez-vous que ces prix littéraires possèdent réellement des potentialités pour vraiment l'éclosion de la littérature jeunesse? Est-ce qu'il y a de la potentialité dedans? Il est vrai qu'on a certains, mais regorge-t-elle, bien regorge-t-il, je voulais dire, de potentialités? Je pense que ça, des potentiels, il y en a toujours. Il y a de magnifiques illustrateurs en Afrique. Il y a même il y a une maison d'édition qui s'appelle Dodovol, qui est une maison d'édition malgache, enfin à l'origine, mais qui aujourd'hui vient, par exemple au Sénégal, pour travailler sur les contes, et qui fait dessiner les enfants, et on voit la beauté de ses dessins. Et donc ça, je pense que l'illustration, elle existe, ou elle peut exister, mais pour ça, il faut des gens qui aient envie d'éditer des livres jeunesse. Il faut peut-être aussi qu'il y ait les différents ministères de la culture et de l'éducation qui pensent que c'est important qu'on puisse raconter des histoires aux enfants dans des livres, et qui soutiennent cette production éditoriale-là. Et je pense que tout le travail que vous faites à Mouna Kalati autour de la littérature pour les enfants, et de la nécessité qu'il y a à ce qu'ils lisent, et à ce qu'on leur lise des histoires dans les langues nationales, dans la langue de la scolarisation, le français ou l'anglais, mais surtout dans leur langue maternelle. C'est un très bon. Vous avez le bon discours, le bon travail pour que ça puisse décoller. Maintenant, il faut trouver des gens qui investissent et qui publient des livres. Ça, c'est toujours la même difficulté. Mais nous remarquons que la majorité des prix littéraires existants sont internationaux, et les Africains sont rarement représentés et visibles dans ces plateformes-là internationaux. Est-ce que vous confirmez cette réalité? Alors moi, je reviens de Bologne, et ce qui m'a énormément frappé, il y avait tout un espace pour les éditeurs africains. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, je m'étais pas. En même temps, c'est un peu. J'aurais dû m'en douter, mais les éditeurs anglophones, africains anglophones, étaient beaucoup plus présents que les éditeurs francophones. Et je parle même pas des éditeurs lusophones. Il y avait personne de l'Angola, du Mozambique. Donc il y avait bien entendu. Alors il y avait Paulin d'Agomedia,
mais Béatrice n'avait pas reçu son visa, elle n'était pas là. Enfin, il y avait et de fait, il y avait aussi beaucoup d'éditeurs anglophones. Donc, je pense que après, c'est une question aussi de moyens économiques, hein, mais la production anglophone est très importante, sud-africaine, mais pas seulement. Mais de fait, alors j'ai le Ghana, j'ai vu des éditeurs du Ghana, j'ai reçu des livres, mais moi, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais moi, je m'occupe pas de littérature anglophone africaine, je m'occupe que de littérature francophone. Et donc, je pense que oui, Délali. Voilà. Oui, donc parce que c'est une réalité, parce qu'au niveau de Mona Kalati, nous aussi, nous constatons ça sur le terrain, mais est-ce qu'à votre niveau, vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour que le secteur francophone de la littérature jeunesse soit quand même moi, par exemple, voilà, je suis pas agent littéraire, hein, donc c'est pas mon métier, mais en même temps, moi, j'ai parlé récemment à une éditrice, à une éditrice portugaise d'un album que j'aimais beaucoup, qui était un album africain. Et parce que de fait, il y a très peu de livres qui sont édités. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une sorte de norme esthétique, en fait, qui fait que ça marche dans un sens, mais pas dans un autre. Je vous donne un exemple. Et ce livre-là, Tiens-toi à droite, de Rémi Courgeon, il a été publié d'abord à Paris, chez Milan. Je pense que c'est chez Milan. Et ensuite, ce même livre se retrouve publié chez Vallès. Moi, ce que j'aimerais, forcément, parce que je m'occupe de littérature africaine, c'est que ça se passe dans le sens contraire, vous voyez. Je sais pas, que certains albums que j'aime tellement, de Véronique Tadjo, de Béatrice Lalinon, puissent être publiés dans des maisons d'édition françaises ou européennes. Parce que, en fait, le souci, et on a le même souci, par exemple, j'ai vécu en Chine, c'était le même souci avec la Chine. C'est-à-dire que la Chine voulait absolument publier ses livres en France, parce que nous, ils achetaient beaucoup de livres français, et ils disaient, mais pourquoi on n'arrive pas à publier, pourquoi nos livres, ils vous intéressent pas, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et ma réponse a été la suivante, c'est que il y avait beaucoup d'écrivains chinois en France, en fait. Et donc, quelque part, la France publie ses propres albums chinois. On pourrait presque dire la même chose pour l'Afrique. Il y a des auteurs africains en France qui sont publiés en France. Des illustrateurs africains. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait que, par exemple, un album européen, aujourd'hui, c'est un album qui n'a pas beaucoup de pages. Alors qu'un album africain, il peut avoir beaucoup de pages. C'est une vraie histoire, on rentre, c'est long, voilà. Donc les albums de jeunesse, hein, c'est ça dont je veux parler parce que c'est ce que je connais le plus, ont une illustration avec de la peinture. Voilà, je pense à Il fait nuit depuis 2 jours, par exemple, ou bien À quel état. C'est des albums que moi je trouve magnifiques, mais qui aujourd'hui on n'en trouve pas des albums comme ça en France avec de la peinture, ou beaucoup plus difficilement finalement. On va trouver de l'illustration avec une esthétique. Alors bien sûr il y a différentes esthétiques, hein, mais du coup, voilà, il y a une frilosité sans doute des éditeurs à acheter et du coup après à être représentés dans les prix, etc. Mais ça, je pense que c'est une question de temps en fait. De temps, enfin je l'espère. Il y a aucune fatalité pour que l'Afrique ne soit pas représentée un jour comme dans littérature jeunesse, comme elle est représentée dans la mode, dans la culture, dans la musique, dans beaucoup d'autres domaines. C'est une question de temps et de structuration du monde de l'édition, me semble-t-il. Je suis pas Madame Soleil, mais voilà, c'est mon point de vue de quelqu'un qui est là et qui regarde depuis 6 mois, voilà, et qui suis totalement amoureuse de certains albums jeunesse africains que j'ai découverts. Ok, merci. Quant à moi, en fait, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'attrait vers certaines capitales
européenne également se joue au niveau des enjeux économiques, comme vous Bien l'avez sûr. dit. Si je prends le cas du marché africain, beaucoup d'auteurs se rendent compte que le fait de publier en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis leur accorde une plus grande audience, Bien sûr. premièrement, leur accorde des retours économiques plus grands et plus conséquents, deuxièmement. Et troisièmement, au niveau de la légitimité, on a l'impression que publier à l'étranger est un signe de qualité. On a l'impression que publier à l'étranger est un signe de validation et d'approbation de la qualité littéraire, n'est-ce pas, de l'œuvre qui est mise sur le marché. Et pour ce qui est de l'espace francophone, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de travaux qui ont porté sur le sujet et qui visent tout simplement à montrer que aujourd'hui, Paris est devenu un peu comme une plaque tournante, une plaque, n'est-ce pas, un centre de légitimation, un centre de validation de la qualité de la production littéraire africaine. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'illustrateurs jeunesse qui peuvent avoir une très bonne qualité littéraire, un très beau style, mais ils ont l'ambition de passer par Paris pour devenir, entre guillemets, n'est-ce pas, des baobabs ou des figures de proue dans leur filière. Ce sont des réalités qui peut-être parfois ne sont pas dites de manière explicite, Bien mais sûr. lorsqu'on fait des échanges avec les différents écrivains, les Bien différents sûr. stylistes et autres, c'est l'impression qui se dégage. Donc, si on rattache cela maintenant avec l'industrie bon, pas l'industrie du livre jeunesse, c'est la même dynamique. En 2016, j'avais réalisé une étude qui portait sur le livre jeunesse et au cours de l'étude, j'avais constaté que la majorité des auteurs jeunesse camerounais les plus prolifiques, c'est-à-dire ceux qui ont publié le plus grand nombre d'ouvrages, résident en Europe. Ça veut dire si il y a, disons, environ 2000 ouvrages camerounais qui ont été publiés sur la littérature jeunesse camerounaise, la majorité de ces livres-là sont pas des auteurs qui résidaient soit au Cameroun ou en Belgique. Ce qui est assez alarmant puisque est-ce que cela voudrait dire que le fait de rédiger, de résider à l'étranger donne une plus grande créativité ou alors un accès plus aisé aux outils et aux plateformes de publication et de distribution des livres comparé à ceux qui sont sur le continent africain. Et cela influence automatiquement également la visibilité des prix littéraires. On a, comme vous l'avez dit, on a des prix littéraires qui existent. Il y a une participante également, Madame Elino de Fuku Foundation, qui a partagé le prix Baobab qui existe. Mais combien de ces prix-là sont connus? Combien de prix africains sur le territoire africain sont connus à l'international et même en Afrique? La visibilité est faible et on ne peut que s'interroger sur la raison. Est-ce que c'est uniquement du point de vue économique ou alors il y a d'autres facteurs qui influencent cette visibilité-là? Par exemple, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que les Africains eux-mêmes déjà accordent suffisamment de valeur aux prix littéraires qui sont organisés par des institutions africaines? Ou alors, ils accordent plus de valeur à des prix littéraires qui sont décernés par des institutions hors d'Afrique? Et si tel est le cas, quelle est la raison et comment est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, changer la donne et accorder plus, n'est-ce pas, de poids aux organisations qui offrent et promotent et font la promotion du livre jeunesse africain sur le territoire africain? J'ai une question en fait à Christian. Est-ce qu'il y a une sorte de rencontre en fait au sein, par exemple, de prix littéraires africains, une coordination régionale? Est-ce que, par exemple, il existe un prix, ou en tous les cas une foire, ou un événement littéraire qui soit panafricain, enfin qui mélange au fond la littérature africaine francophone et la littérature africaine anglophone? Exactement. Oui, actuellement, il y a un prix, mais malheureusement, en fait, vous savez, l'un des problèmes également sur le continent, c'est la diversité linguistique. Donc, il y a un prix, le prix Golden Baobab, qui est organisé à partir du Ghana. Mais le souci, c'est que bien que le prix ait une couverture africaine, la majorité des entrées sont en anglais. Donc, ce qui fait en sorte que
l'Afrique francophone et l'Afrique lusophone sont un peu en marge. Mais en question d'éditer un prix qui intègre les soumissions à la fois en français et en anglais, à ma connaissance, je n'en connais pas. Et les participants qui me suivent, s'ils en connaissent, ils pourraient partager. Et il y a peu de traductions non plus entre ces deux littératures-là. Par exemple, au Ghana, on ne traduit pas de la littérature de jeunesse africaine francophone. Pas beaucoup. Oui, pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. Les rares cas de traduction d'une langue vers une autre que je connais, par exemple, il y a des projets de traduction des ouvrages de Kitty Debé vers l'anglais. Les rares cas de traduction, le plus souvent, c'est lorsque l'auteur lui-même a des connexions dans l'espace, bref, dans l'autre espace qu'il veut atteindre, oui. Et le plus souvent, c'est initié par l'auteur ou par l'illustrateur. Et le deuxième cas de traduction, c'est lorsque l'ouvrage a reçu une visibilité à l'international. Par exemple, on revient toujours, ça tourne. Ouais. Justement. Et quand on parle de visibilité à l'international, c'est pas forcément que cela a été reconnu par une institution africaine. Il y a l'organisation IBI, International Book for International Bureau for Books for Young People, qui détient également des prix annuellement pour célébrer la créativité dans le domaine de l'illustration jeunesse. Là, c'est une Française qui l'a eu. Justement. Et si vous observez même clairement, vous allez vous rendre compte que même dans les sélections de ceux qui sont en liste, ceux qui sont présélectionnés pour pouvoir être éligibles, dans la majorité des cas, on a moins de 5% qui sont d'Afrique. Et lorsqu'ils sont d'Afrique, ils sont presque toujours d'Afrique du Sud. Afrique du Sud, ou alors d'Afrique arabophone, l'Égypte ou le Maroc. Mais dans très peu de cas, on a des auteurs ou des illustrateurs ou des créateurs africains d'Afrique francophone qui sont dans ces différents pays-là. Pour ça, il faudrait qu'ils soient édités en France. Voilà. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. On est bien d'accord. Voilà, et surtout qu'il y a des maisons d'édition qui puissent aussi intégrer ce volet de la traduction pour faciliter l'utilisation des deux langues, surtout que voilà, sur le continent, il y a plusieurs langues. Voilà. Merci beaucoup pour ces riches échanges. Monsieur Christian, j'aimerais bien ce que vous puissiez toujours garder la parole. Nous disions très, très bientôt que réellement que ces prix souffrent de visibilité, mais est-ce que vous pouvez nous dire, en d'autres termes, pourrons-nous dire qu'il manque de potentiel? Autrement dit, quel est le potentiel des prix littéraires dans la promotion de la création littéraire pour les enfants? Est-ce qu'il y a vraiment de la potentialité? À votre point de vue, selon vous? Oui, je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire. On ne peut que voir les réalisations qui sont faites par les créateurs, que ce qu'ils soient auteurs ou illustrateurs de livres jeunesse. À plusieurs reprises, il y a certains d'entre eux déjà dont le travail a été reconnu à l'international. Cela ne veut pas pour autant dire qu'ils sont les seuls à avoir atteint une qualité standard. Mais il y a beaucoup, je prends le cas de Christian King et Pagna, que beaucoup connaissent. Et il y a Véronique, l'une des autrices que nous Véronique et Michel Tanon. Il y a Véronique Tadjo également, qui a de très beaux livres. Il y a Kidi Pépé, qui a également de très bons livres. Il y a, du côté du Ghana, il y a beaucoup d'auteurs qui ont des textes, des illustrations qui sont vraiment pertinentes, qui communiquent des messages universels avec un style raffiné, un style peaufiné. Mais je pense que bien que la création soit foisonnante, bien que la qualité soit bonne, c'est au niveau des instances. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau des différentes instances pour qu'il y ait partenariat, pour qu'il y ait collaboration, afin que ceux qui sont sur différents espaces puissent, n'est-ce pas, savoir ce qui se passe. Par exemple, dans la majorité des cas,
on peut être au niveau toujours en Afrique, mais on ne connaît même pas déjà ce qui est fait dans l'autre espace du continent. Donc, s'il n'y a pas de plateforme qui rassemble ces différents auteurs, là, ce sera difficile qu'on puisse avoir une véritable collaboration. Par exemple, à ma connaissance, il n'y a vraiment pas de réseau d'éditeurs jeunesse, pour le continent africain. Il n'y a pas une association des libraires de jeunesse pour le continent africain. Il n'y a pas d'association des auteurs et illustrateurs jeunesse pour le continent africain. On retrouve dans quelques pays, il y a des associations d'écrivains d'auteurs jeunesse par nation. Par exemple, il y a pour le Cameroun l'association des auteurs et illustrateurs jeunesse du Cameroun. Il y en a au Congo. Il y en a également au Tchad, mais des associations qui ont une dimension panafricaine, qui rassemblent les acteurs dans ce domaine-là. Il y en a très peu. Et je pense à ce niveau que Mona Kalati est en train de se positionner, de faciliter ce réseautage-là, ce partage d'idées, cette collaboration, les partenariats entre les différents acteurs de la filière, afin que les travaux qui sont réalisés dans une région linguistique puissent être connus également ailleurs et à l'international. Vraiment, merci beaucoup. C'est une très belle remarque parce que ça fait que même les ressources dans le secteur sont vraiment disparates et il y a un réel besoin. Et toutes nos félicitations à Mona Kalati pour ces efforts-là qui visent à vraiment rendre plus visible la littérature jeunesse africaine. Mais Madame Émilie, on se demande, mais au-delà du livre, est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on pourrait faire pour rendre légitime le travail de ces auteurs, pour assurer la reconnaissance du travail qui se fait sur le continent? Est-ce qu'au-delà des livres, on peut faire autre chose? Ou au-delà des prix littéraires, comment contribuer réellement à une meilleure du travail de ces auteurs? Moi, je pense, je peux me tromper, mais que l'ONU a décrété 2022-2032 la décennie des langues autochtones. Alors, ce que l'ONU appelle, l'ONU et donc l'UNESCO, les langues autochtones, ce sont les langues nationales. Et donc, je pense, je ne sais pas comment, ça c'est un peu plus difficile, mais je suis certaine qu'il y a des budgets, des appels à projets, et qu'il faudrait pouvoir profiter de ça pour pouvoir publier davantage dans les langues nationales africaines. Et c'est peut-être d'autant plus facile qu'il y a sans doute des langues nationales des langues nationales africaines qui sont en partage sur plusieurs pays. Je ne sais pas, bon, le Wolof, pour moi, c'est le Sénégal, mais peut-être le Wolof est parlé dans un autre pays. Le Bambara, pour moi, c'est le Mali, mais peut-être que le Bambara est parlé ailleurs qu'au Mali, etc., etc. Moi, je n'ai pas une connaissance des langues africaines assez développée pour savoir ça. Et j'ai le sentiment que, plutôt que de faire d'ailleurs de l'édition bilingue, français, Wolof, français, CRR, français, Bambara, français, ça serait bien de pouvoir en fait faire des traductions du français vers le Bambara, mais aussi du Bambara vers le français. Enfin, donc par exemple, pourquoi tous ces albums, ces beaux albums que je connais et qui sont écrits en français, ils pourraient très bien être aussi publiés dans une autre langue nationale. Et ça serait une économie. Parce qu'il y aurait juste à changer le texte. Et je pense que il y a de l'argent quelque part pour ces projets-là à l'UNESCO. Il faut juste trouver le bon. Enfin, il y a de l'argent. Il faut espérer qu'on peut monter ce genre de projet. Moi, ça me semble important. Si je suis un peu personnellement, j'ai pas les livres bilingues. On a tendance à dire que la langue qu'on connaît et pas l'autre en fait. Donc, si on connaît les deux langues, bon, oui, peut-être, mais non, ça fait double emploi. Moi, je préfère un livre qui est traduit dans plusieurs langues, mais avec une seule langue à l'intérieur. Sinon, ça fait beaucoup de textes. Voilà. Mais ça, c'est un choix un peu personnel, c'est un peu une expérience de lectrice que je partage avec vous ce soir, en fait. Et je pense qu'il faudrait pouvoir profiter de cette décennie. C'est ça. Voilà, des langues nationales décrétées par l'ONU, organisées par l'UNESCO. Voilà.
Je ne sais pas ce que Christian pense. Merci beaucoup. Je vois que oui. Sinon, il y a plusieurs choses qui se font. Déjà, avec Dashbook, Dashbook traduit les livres dans plusieurs langues déjà. Et je crois qu'on peut en faire encore plus et davantage. Voilà. D'accord. Ah ben moi, je veux bien avoir. Je ne connais pas Dashbook. Je connais pas Dashbook. Je veux bien avoir le lien parce que je savais pas que. Je connais pas que ça existait. Ah, là, on va l'envoyer. Très bien. On va vous l'envoyer dans le chat. Parce que je pense que c'est très important de pouvoir lire dans sa langue maternelle, en fait. Voilà, vraiment, ça nous permet de mieux assimiler la culture et au même moment aussi la langue. Voilà. Et Madame Émilie, l'autre chose que nous remarquons aussi, c'est que vraiment, il y a une faible reconnaissance des créateurs et éditeurs africains. Oui. Dans les plateformes, les forums, sur le plan international. Qu'est-ce qui explique cela? C'est toujours on a l'impression que oui. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à faire venir des livres d'Afrique et à en acheter en France. C'est un problème de distribution, c'est un problème... c'est complexe, en fait. C'est un problème alors, économique, mais à tous les étages. Et ça, je pense qu'il y a la question de la diaspora. Il y a une diaspora africaine, comme il y a une diaspora chinoise, qui fait que on a l'impression d'avoir des livres africains en France mais qui sont faits directement sur place. Ça, c'est l'inégalité absolue des échanges en termes d'achat de droits. Enfin, ça, on voit ça dans tellement quand on s'intéresse au chiffre de l'édition, ça, c'est souvent, c'est énorme, en fait. Je peux vous dire la même chose. Je pense qu'on achète, même si c'est un peu moins vrai, beaucoup de droits à l'étranger, aux États-Unis. Et je pense que les Américains n'achètent sans doute pas beaucoup de littérature de jeunesse française, vous voyez. Donc c'est sûr que ça recopie aussi le marché éditorial de la littérature de jeunesse. Elle épouse aussi des flux économiques, en fait, de représentation. Mais c'est clair que ce manque de bibliodiversité, c'est un vrai manque pour la connaissance des autres. On est d'accord ? Après, à part essayer d'avoir des échanges, des agents qui permettent de placer des albums, essayer de faire de vendre des livres à l'étranger, en fait. Arriver comme ça et faire le travail que vous faites, et ça viendra, mais il faut du temps. Enfin, je pense. Du temps. J'espère. Vraiment. Et nous sommes confiants pour cela. Et surtout avec la collaboration, ça ira loin. Mais, Monsieur Christian, pensez-vous que ces prix littéraires pourront aider à quelque chose, un tant soit peu stimuler le secteur? Oui, mais avant d'intervenir sur cet aspect, j'aimerais également souligner que dans toutes ces différents échanges entre le Nord et le Sud, c'est important pour l'Afrique de ne pas d'éviter d'avoir une attitude victimaire, c'est-à-dire de s'attendre à ce qu'un espace leur sera automatiquement accordé tout simplement parce qu'ils sont africains ou qu'ils auront automatiquement le droit de parole parce qu'ils viennent d'Afrique. Parce que dans la majorité des cas, je pense que c'est également à nous de mettre en place des systèmes qui fonctionnent pour nous, les systèmes qui pourront accroître et être efficaces par rapport à nos réalités socio-culturelles, par rapport à nos réalités économiques. Donc, par exemple, j'ai donné l'exemple du fait que pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait des prix sur le territoire africain qui font la promotion et la légitimation des productions littéraires sur le continent, les écrivains ou les créateurs africains ou nationaux eux-mêmes n'apportent pas suffisamment de valeur ou
d'importance à cela. Donc, je pense que avant de tirer ou de regarder ailleurs, on devrait déjà également essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas déjà sur le territoire, au niveau des pensées, au niveau des méthodes de travail. Est-ce que le travail qui est réalisé mérite d'être reconnu, d'être célébré? Donc, je pense que c'est important d'avoir cet équilibre-là, de ne pas y aller avec une approche victimaire ou une approche ou de marginalité, mais d'y aller avec des critères ou des standards qui répondent aux normes du marché, qui sont à la hauteur des critères compétitifs qui sont déjà mis en place par beaucoup d'institutions, et également de créer des institutions locales qui pourront booster la création littéraire. Je prends un cas très, très simple. Nous savons tous très bien que en matière de prix, la récompense qui est associée aux différents prix littéraires a un facteur très déterminant dans la visibilité de ces prix-là. Si nous prenons le cas des prix qui sont offerts par IBI, beaucoup y a cours, non pas seulement au-delà de l'image symbolique, mais c'est également, si je prends le prix Yamaha et bien d'autres prix, il y a la récompense monétaire qui est attachée à ces prix-là, qui est significative et qui encourage les institutions à postuler et qui accroît également naturellement la visibilité de ces prix-là. Si on prend le cas de l'Afrique, il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont des milliardaires, mais combien, n'est-ce pas, soit ont déjà été approchés pour qu'ils puissent octroyer des fonds significatifs. Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait un prix littéraire africain qui a une bourse équivalente à 5 millions, 5 millions de francs CFA. Il y en a très peu, ou qui soit l'équivalent de 10 millions de francs CFA, alors qu'il y a des entreprises qui peuvent faire cela, qui peuvent pousser cela. Donc, je me dis, il faut qu'il y ait équilibre. Qu'est-ce que nous faisons déjà en interne au niveau de l'Afrique pour accroître le travail des créateurs et comment est-ce que nous pouvons aller compétir à l'international sur des standards compétitifs, sur des standards internationaux, sans adopter des postures utilisantes. Donc, c'est juste un élément que je voulais évoquer. C'est clair que la force d'un marché intérieur... Émilie aimerait rebondir. Madame Émilie. Oui, excusez-moi. Vous vouliez rebondir? Oui, je veux dire, c'est clair que la force d'un marché intérieur, c'est ça qui permet de faire évoluer un écosystème, en fait. Et c'est pour ça qu'il faudrait, en effet, ou un mécène qui croit à la littérature de jeunesse et qui a envie d'impulser quelque chose, ou bien justement... voilà, les investisseurs, ils sont pas idiots. S'ils se rendent compte de l'importance d'un secteur, ils vont avoir envie d'investir, même en termes de réputation, pour ce secteur. Donc c'est sûr que cette force du marché intérieur, elle est très importante. Il faut qu'elle puisse être, et que bon, les événements aident aussi à ça. Mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, c'est long. Puis le progrès, il n'est pas linéaire. On peut avoir, ça peut y avoir des retours en arrière aussi, en fait. C'est ça. Et pourquoi pas des initiatives locales? Oui. Voilà. Merci. Locales et régionales. Madame Émilie, oui. C'est ça. J'ai pas entendu. En tant que responsable de la session Afrique, quelles sont les initiatives existantes déjà? Pouvez-nous parler de quelques faiblesses et opportunités à saisir? Moi, bon, mon rôle, c'est un rôle de valorisation des collections africaines à travers une revue qui est Akamtikou. Alors, je m'occupe de ça, mais je m'occupe aussi, j'ai été élue à l'IFLA, à la section des bibliothèques pour enfants et jeunes adultes. Section, qui se réunit plusieurs fois par an, et puis qui a un programme. Ce programme, c'est The World Through Picture Book.
hein, l'initiative a été lancée en 2012 avec une première édition et puis une édition élargie en 2015. On en est maintenant à la 3e édition. Et je pense que si le plus possible de pays africains pouvaient participer à cet événement, il s'agit en fait de sélectionner 10 albums jeunesse par pays. Cette sélection doit être faite par des bibliothécaires. 10 albums, ça peut être 5 en fonction de la production, qui sont encore édités. Ces albums, une fois sélectionnés, il faut remplir des fiches, des Google Forms en fait, des notices avec un résumé, avoir la couverture. Il faut demander l'autorisation aux éditeurs et demander aux éditeurs d'envoyer 2 exemplaires à Paris. En fait, c'est un exemplaire pour la Bibliothèque nationale de France et un exemplaire pour la Bibliothèque nationale du Japon. Mais on peut, à la Bibliothèque nationale de France, les renvoyer au Japon. On peut faire ça si les 2 exemplaires sont envoyés. Il y a certains pays comme la Guinée, le Bénin, la Côte d'Ivoire qui ont déjà participé. Je suis en contact là avec le Togo, le Sénégal et le Mali pour la participation à ce programme. Ce programme, ça permettra de donner une visibilité internationale à tous les pays qui auront participé. Et cette exposition, elle sera itinérante. Donc après, chaque pays pourra demander à recevoir l'exposition. Alors, il n'y a qu'un jeu d'exposition, donc on va essayer d'organiser dans les années à venir pour que il y ait une exposition de chaque. Mais ça peut vraiment faire circuler la littérature de jeunesse. Donc cette initiative, c'est une initiative de Viviana Quignonez qui était avant sur mon poste à la BNF et que je poursuis. J'ai la chance d'hériter de ça et j'aimerais pouvoir tout cet effort qu'il soit de plus en plus visible par ce biais de cette exposition. Mais ça veut dire déjà se rendre compte que chaque pays ait envie d'y participer en sélectionnant et en faisant ce travail et de sélection et ensuite d'inscription sur Internet, de tout ça. Et ça, voilà, la porte est ouverte. Et c'est aussi une autre forme de prix littéraire d'une certaine manière, parce qu'il s'agit d'une sélection. Et c'est une sélection internationale, organisée par l'IFLA. Les pays n'ont pas besoin d'être membres de l'IFLA pour participer. Il suffit juste qu'ils me contactent. Voilà, donc vous avez mon mail, vous pouvez le diffuser. Voilà, donc moi je passe en général par les instituts français, ou bien pour la Côte d'Ivoire, je suis passée par la Bibliothèque nationale de la Côte d'Ivoire parce qu'elle avait une mission. Je suis dans les pas en fait de Viviana. Mais par exemple là pour le Togo, l'association qui s'était occupée de la sélection en 2015, elle est plus active, donc je passe par l'Institut français. Donc les médiathèques des instituts français, c'est aussi des endroits où il y a de la littérature de jeunesse, où on peut essayer de travailler. Et pour moi c'est plus simple, parce que d'abord, je travaillais dans des instituts français et puis je connais le fonctionnement, donc c'est plus simple pour moi de passer par eux. Mais je leur demande à chaque fois de contacter des institutions nationales. Donc voilà, The World Through Picture Books, ça me paraît être un programme vraiment, vraiment intéressant pour pouvoir valoriser la littérature de jeunesse de tous les pays. Voilà, enfin les albums. Alors, il faut que ce sont les albums, pas les bandes dessinées, mais voilà. Le monde à travers les albums. C'est ça. Je crois que les internautes prennent note, vraiment, c'était riche. Très bien. Et voilà, et donc, monsieur Christian, c'est ça? Je pense que... Et donc, monsieur Christian, vous êtes très présent sur le numérique. Vous êtes très présent sur le numérique. Vous êtes le président de l'association Nakalati, qui aussi fait vraiment de la promotion de la littérature jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'apport du numérique dans ce travail, surtout que nous parlons de la consécration et la légitimisation de l'édition jeunesse africaine? Pensez-vous que le numérique joue un rôle important dans ce secteur? Oui, je pense que le numérique a un rôle capital à jouer à 3 niveaux. Premièrement, le numérique peut faciliter la vie dans la mesure où, comme Émilie l'a souligné, parfois c'est difficile de savoir ce qui est sur le marché
qui a été récemment fait en revient le numérique. Les auteurs peuvent faire l'autopromotion de leurs ouvrages. Il est plus facile pour les éditeurs également de pouvoir diffuser les récentes publications, de partager le catalogue par email, de mettre les contacts avec les réseaux sociaux. Donc, en général, avec le numérique, on a un accès plus aisé à l'information. Donc, ce qui va par conséquent accroître la visibilité sur les publicités dans les catalogues jeunesse. Deuxièmement, c'est au niveau de l'accessibilité. Au niveau de l'accessibilité, ici, c'est la mise à disposition des livres. C'est vrai que dans beaucoup de pays africains, il y a toujours le problème d'accès aux livres papier, mais l'avantage du numérique, c'est que cela permet d'avoir accès aux livres, aux versions numériques. Il y a par exemple la librairie numérique africaine, LNA, du Sénégal. Et de plus en plus, les éditeurs de livres africains, je prends les éditions là maintenant, qui disposent d'une collection jeunesse sur l'Afrique. Ils ont publié beaucoup de travaux sur la littérature africaine. Il y a également dans ces e-books-là, les livres PDF, les livres e-books, les autres, qui peuvent être plus accessibles. On a tout à l'heure parlé de l'organisation Bookdash, qui donne accès à des livres numériques pour enfants. Une chose qui auparavant n'aurait pas été possible. Le numérique n'est pas cela. Donc aujourd'hui, un parent qui n'a pas accès à des livres de jeunesse pour son enfant, ça peut être au niveau des livres qui sont culturellement pertinents pour le pays ou pour la zone linguistique. Mais en termes de livres qui existent en anglais, de livres enfants, il y a beaucoup d'achats de travail formidable et de plus en plus d'éditeurs et des écoutes. Et le troisième élément dans lequel le numérique intervient, c'est au niveau de la monétisation. Auparavant, vendre le livre était assez compliqué, il fallait avoir des pages, pour le faire, des librairies en ligne, on a des auteurs qui ont des pages, vendre directement le livre, bref, le livre a révolutionné tout l'écosystème, n'est-ce pas, du livre jeunesse. Et il y a de plus en plus d'innovations qui sont seulement en train d'y être apportées. Il y a l'initiative Library Box, il y a l'initiative des bibliothèques mobiles, il y a l'initiative plusieurs applications. Il y a des activités qui ont réalisé par rapport à cela, des applications mobiles qui permettent l'accès aux livres africains, ou à des histoires ou à des contes africains. Il y a plusieurs choses qui se passent sur le terrain. Nous invitons ceux qui nous suivent à visiter nos ressources, à visiter nos ressources, de découvrir ce qui a déjà été documenté. C'est ça. Sinon, il y a plusieurs initiatives sur le numérique, sur le web. Et faites un tour sur le site monakalati.com, vous aurez accès à plusieurs informations. Il faut aussi dire qu'il y a le livre audio aussi qui est à la vogue aujourd'hui. Plusieurs livres des œuvres africaines sont enregistrés déjà avec AcroBooks. Vous pouvez avoir accès à ces ressources-là. Mais je veux revenir à Madame Émilie. Ouais. L'un des problèmes aussi du secteur, c'est qu'on a un problème de structuration. Donc, nous tendons un peu vers la fin du débat, mais est-ce que vous avez quelques recommandations à faire d'une manière plus concrète, des actions spécifiques qu'on doit mener pour pouvoir aider à la restructuration du secteur de la littérature africaine, littérature jeunesse, bien sûr? Juste une parenthèse, je viens de découvrir le chat en fait, donc voilà, du coup, je vais avoir un peu de mal à répondre s'il y a des questions, mais je vois qu'il y a plein d'infos sur Baobab, de Golden Baobab, et puis sur Dashbook. Si je peux récupérer ensuite le chat pour pouvoir le relire, je serais très très heureuse. Moi, j'ai aucune comment dire. Je peux pas ni donner de conseils, ni je suis pas là en tant que. Moi, je suis plutôt là, je veux dire, pour partager mes intuitions, mais ça fait que 8 mois, 9 mois que je suis sur ce poste et que je découvre des maisons d'édition, donc
je travaille j'achète ou je récupère, ou je connais finalement que 4 ou 5 maisons d'édition. Une maison d'édition que je connais avec qui j'ai été en contact, il y a Agomedia du Togo, il y a Elonja, il y a bien entendu Ruisseau d'Afrique. Vous avez compris que, aimant les albums, j'aime beaucoup les albums de Ruisseau d'Afrique. Il y a aussi Gandal. Il y a Graines de pensée, même si Graines de pensée, j'ai pas vu trop de nouveautés, mais je connais quand même bien leur mais surtout ceux avec qui j'ai travaillé jusque-là. Vallès, il faut que je noue des contacts. Il y a Coris, bien sûr. Je pense que la coédition est une très bonne solution en termes de diffusion. La coédition, ça permet vraiment beaucoup de choses. Moi, je sais que par exemple au Portugal, il y a une maison d'édition que je connais bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Orfeo Negro. Quand Carla Oliveira s'est lancée dans la littérature de jeunesse, elle a commencé par traduire des titres étrangers, par participer à des coéditions européennes. Et ensuite, à partir de là, elle a reçu des propositions portugaises. Et depuis, elle publie aussi bien de la littérature de jeunesse française, américaine, anglaise, que de la littérature de jeunesse nationale. Donc je pense que les échanges entre pays au niveau régional, je pense que s'il y a au niveau francophone, ça serait formidable. Et puis voilà, l'idée que peut-être les langues qui sont en partage puissent, à travers différentes nations, puissent être publiées. Moi, je vais regarder ce que fait dashbook.com. Parce que ça m'intéresse. Et je pense qu'il faudrait pouvoir demander aux institutions internationales proposer des projets pour avoir des budgets, pour pouvoir les réaliser aux institutions internationales à propos de la littérature de jeunesse. L'OIF, alors peut-être que je me plante complètement et qu'ils ne seraient pas réceptifs, mais je pense que ça vaut le coup, l'UNESCO, et je pense que la présence de Christian, par exemple, dans l'IBI peut permettre ce lobbying. Voilà. Que la présence aussi et ça, en ce sens, je pense qu'en la présence de Christian, on a quelqu'un qui connaît bien le milieu et aussi les représentations internationales, et qu'il faut aller dans ce sens-là. Ça me semble important. Vraiment. Merci beaucoup. Sinon, nous sommes sur le piste de l'OIF, donc nous saisissons l'occasion pour leur faire un clin d'œil aussi, pour attirer leur attention sur ce que Mouna Kalati fait. Vraiment, ce sera un plaisir de collaborer avec la francophonie. Vraiment. Ça serait bien d'essayer de voir comment ils pourraient se positionner sur la littérature de jeunesse. Eux, ils sont plus quand même du côté des jeunes, mais pas des tout petits. Enfin, faudrait aller voir. Vous me donnez envie d'aller regarder sur le site de l'OIF, voir ce qu'ils font, ce qu'on pourrait faire avec eux, qu'est-ce qu'ils pourraient, surtout dans le cadre de cette décennie des langues nationales, quoi. C'est une chance à saisir, parce que s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des langues qui risquent de disparaître. Donc, à l'IFLA, il y a par exemple aussi une section des bibliothèques, c'est intitulé en anglais bibliothèque indigène, bibliothèque autochtone. Mais je pense que ils vont se saisir aussi de ce point de vue-là. Donc, il y a des choses à faire. Après, les programmes de l'UNESCO, c'est tellement énorme, c'est tellement bureaucratique. C'est difficile de rentrer dedans. Moi, je sais pas trop comment on peut faire, mais à force d'en parler, on va peut-être arriver à trouver le moyen. Tout à fait. Je sais pas ce que Christian en pensait. C'est pourquoi nous organisons. C'est ça. Sinon, c'est pourquoi Mouna Kalati Talk a été initié, pour qu'on puisse en parler encore, vraiment. Très bien. Donc, Monsieur Christian, nous remarquons aussi qu'il y a vraiment de la réticence de certains à l'idée de recevoir des fonds de l'extérieur, notamment de l'Occident. Et vous, à votre niveau, comment est-ce que vous mobilisez les ressources et pour créer une véritable industrie du livre jeunesse en Afrique? Comment est-ce que vous le faites en tant que le président de l'association Mouna Kalati?
Bon, les ressources pour le moment, malgré qu'il y a, face à la réticence? oui, les ressources pour l'instant sont proviennent de deux sources principales. Il y a les fonds privés et il y a le cadre de financement participatif. Donc, pour certains de nos projets spécifiques, nous demandons au public de contribuer. Et jusqu'à présent, le public a été fidèle en répondant fidèlement aux différentes initiatives que nous avons lancées. Par exemple, durant la période de décembre, nous lançons Reading for Healing, l'activité au cours de laquelle nous visitons les enfants qui sont hospitalisés pendant la période de Noël et ne peuvent sortir de l'hôpital. Et nous organisons des activités de lecture, d'animation culturelle avec les enfants dans les hôpitaux pour leur redonner la joie du peuple. Nous avons également des activités reading, reading pleasure, les ateliers de lecture plaisir qui ciblent les enfants, les tout petits. On leur permet également de découvrir le livre avec d'autres arts, la danse, la peinture, le dessin. Donc, c'est un peu ça, les fonds privés, le financement participatif à projet. Et enfin, si je peux ajouter un troisième, les ateliers que nous menons également, parce que ces ateliers que nous menons ne sont pas gratuits, donc les parents qui sollicitent que les enfants puissent participer s'inscrivent. Et ces ressources permettent de pouvoir monter certains cours de fonctionnement. Mais pour ceux qui sont dans l'économie du livre, beaucoup savent que la filière du livre, c'est une filière qui est généralement subventionnée par l'État et qui est difficile de véritablement tirer de gros profits dans l'économie du livre. Sauf si on est éditeur. C'est en tant qu'éditeur que les marges de revenus sont assez larges. Mais si on n'est pas éditeur, aussi les livres ne sont pas intégrés dans les choix des programmes scolaires. C'est assez difficile. Donc, c'est la passion et la nécessité d'innover et de maximiser sur les opportunités existantes qui peut améliorer le panorama. Félicitations pour ce que vous faites et nous prions à ce qu'on puisse vraiment joindre la main, que tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, joignez-vous à Salati, ensemble nous réaliserons de grands exploits. Vraiment, et donc Madame Émilie, nous constatons aussi qu'il manque une base de données vraiment des acteurs du secteur, que ce soit les écrivains, les illustrateurs. Il manque vraiment des ressources. Pensez-vous que la mise en œuvre d'une base de données d'auteurs et illustrateurs de jeunesse serait une piste pour y arriver, pour assurer notre visibilité sur le continent? Oui, je crois que si oui, dans quelle mesure? C'est un projet que vous portez, c'est bien. C'est un très beau projet. Alors après, faut voir quelle plateforme, quelle solution. On en a parlé avec Christian un petit peu, parce que voilà, Tech un petit coup, c'est une revue en ligne. C'est pas une plateforme, mais c'est une revue en ligne où il y a mais il n'y a pas d'entrée par illustrateur ou par auteur. Et c'est vrai que ce serait nous c'est vrai que c'est plus sous une forme on a d'un côté le catalogue de la Bibliothèque nationale de France et puis de l'autre nos bibliographies mois par mois, mais on n'a pas de on fait pas, c'est pas une base de données sur les illustrateurs africains ou sur les auteurs africains, tac un petit coup. Et donc ça, c'est un beau projet, en effet, un beau projet à mettre. Alors voilà, des logiciels de base de données ou des logiciels de catalogue, c'est pas la même logique d'ailleurs, catalogue de bibliothèque ou logiciel ou base de données. C'est quelque chose à monter. Forcément, dans un catalogue, on peut aussi faire des rebonds. Quand on tombe sur une notice d'un livre, il y a des notices auteurs, donc on voit tout ce que les auteurs ont fait. Ça, on le voit bien. Après,
Ça, c'est ce qui est fait, par exemple, dans les maisons d'édition. Il y a tous les auteurs, il y a un catalogue des auteurs aussi qu'on peut voir, et, avec leurs photos, avec tout ça. C'est sûr que c'est un très beau projet. Je ne peux que, d'où je suis, vous souhaiter bon courage pour le mener. Mais, et dans mes faibles Vraiment, moyens, merci voilà. beaucoup. C'est déjà une motivation. Merci beaucoup pour le soutien. Nous sommes presque arrivés à la fin de nos échanges. Il y a plusieurs internautes qui réagissent. Nous avons déjà une question dans le chat. Je pense que c'est adressé à M. Christian. L'internaute aimerait savoir, n'y aurait-il pas un intérêt à ce que la BNF, via Takam Tiku ou Muna Kalati, produise un dossier consacré au métier du livre jeunesse en orientant les perspectives sur l'Afrique? Est-ce qu'il y a une possibilité comme ça? Monsieur Christian, ou bien oui, monsieur Christian? Oui, je pense qu'il y a un intérêt. Déjà, le fait que Émilie soit de la BNF de Takatico montre déjà cette dynamique collaborative à notre clientèle. La Kalati et Takatico, le Centre national de jeunesse. Donc, mais je pense que cela pourrait davantage être amplifié au fil du temps et avoir un dossier qui soit consacré au métier de livre jeunesse en les perspectives sur l'Afrique serait intéressant. Cela pourrait, par exemple, permettre de mettre en exergue les différents acteurs du livre jeunesse sur le continent qui sont ces personnes qui font bouger l'écosystème de l'édition et du marché du livre jeunesse selon les différentes chaînes, quoi. De l'édition, au niveau de la consommation, de la distribution. Alors, qui ont une orientation vers le livre jeunesse et qui apportent. oui. Je me permets juste d'ajouter qu'il y a un numéro de la revue des livres pour enfants qui est consacré à l'Afrique. Okay. Il y a quelques années déjà, ça c'est où il y a quelque chose qui parle aussi bien de littérature de jeunesse africaine que d'éditeurs, que de questions économiques. Donc ça, c'est ce dossier sur l'Afrique. Et puis sinon aussi, il y a le guide de l'animateur. Comment animer une bibliothèque de jeunesse, et qui est orientée vers l'Afrique, que Viviana avait co-dirigé. Viviana Quinones avait co-dirigé. Donc ça, c'est des ressources qui existent déjà. Donc le numéro sur l'Afrique, s'il a plus de 2 ans, et je pense qu'il a plus de 2 ans, il est donc en ligne, en PDF, sur le site du CNLJ. Hein. Donc BNF, CNLJ, Revue des livres pour enfants, les archives, et là on tombe sur le numéro en Afrique. Donc ça déjà c'est une source d'information importante, c'est sûr. C'est bien. Je crois que vous pouvez nous laisser quelques liens ou adresses dans le chat. Ben, chers internautes, n'hésitez pas. Nous allons mettre à votre disposition les ressources. Je vais taquer un petit coup. Je vais tout de suite mettre le lien. Hein. C'est ça. De toute façon, c'est très bien. Vous aurez accès à ces échanges. Vous aurez les détails sur le site Muna Kalati. N'hésitez pas de réagir sur vous. Et donc, pour dire que dans le chat, il y a eu plusieurs interactions. Les internautes aussi ont souligné plusieurs awards, comme le EB Award, EB Honor Awards, et in South Africa, en Afrique du Sud. Ils ont aussi parlé du Golden Baobab, voilà. Et donc, des concours aussi, on en a parlé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous disons un grand merci aussi à Laurence qui aussi partage de riches informations dans le chat par ici. Ok, merci. Monsieur Christian, vous avez la parole. Je vous envoie juste. Sinon, placez votre dernier mot parce que nous sommes presque à la fin.
Donc là, je vous ai mis le site de Takamtiku, bien sûr, mais aussi toutes les archives de la revue des livres pour enfants où vous trouverez les numéros sur l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour les quelques minutes qui me restent avant la clôture, j'aimerais juste partager quelques propositions qui pourront justement contribuer à une meilleure vie de structuration de jeunesse et des prix littéraires. Donc, premièrement, je pense qu'il faudrait créer, parce que, comme vous allez vous en rendre compte, ces différentes propositions touchent différents maillons de la chaîne. Pourquoi? Parce que c'est impossible de pouvoir exactement le faire en s'attaquant juste aux prix littéraires. Je pense Émilie a souligné ici que le dynamisme du marché local influence effectivement la visibilité. Donc, l'édition locale, les acteurs locaux doivent être intégrés. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 8 propositions qui, ensemble, pourront contribuer à une meilleure visibilité du livre. Par exemple, il y a un élément premier, c'est créer un fonds de soutien pour la publication conjointe et la traduction des livres jeunesse. Il y a un prix littéraire qui est dédié aux auteurs qui publient en langue africaine. On doit avoir davantage d'initiatives pareilles pour que les auteurs soient encouragés à publier dans plusieurs langues ou alors à traduire les ouvrages existants dans d'autres langues. Cela va accroître la création littéraire. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des politiques publiques sur le livre. Il y a l'Institut français qui a lancé un projet intitulé Ressources éducatives qui consiste à identifier des livres jeunesse qui peuvent être intégrés dans quelques pays cibles d'Afrique francophone, parmi lesquels la Guinée, le Niger, le Sénégal également. Donc, il faut que des initiatives pareilles qui visent à structurer les politiques nationales. Dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas de politique publique spécialisée sur le livre jeunesse. Il y a des politiques publiques sur le livre, mais très rarement sur le livre jeunesse, qui est une industrie, je ne veux pas dire à part, mais qui est vraiment vaste et qui peut être structurée. Il faut également que les prix littéraires qui existent soient soutenus et qu'ils soient promus. Et nous lançons par ailleurs un appel à tous ceux qui œuvrent dans cette filière-là. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disposés et pour vous accompagner et accroître la visibilité des prix existants sur le livre jeunesse. Troisièmement, il faut, je pense qu'on a souligné également l'aspect des barrières linguistiques, n'est-ce pas? Il faut faciliter le croisage entre l'espace francophone et l'espace anglophone et l'espace lusophone. Donc, l'espace francophone doit rejoindre les réseaux internationaux de l'espace anglophone. Je pense, Émilie a souligné le fait que au niveau de là, il n'y a pas une présence assez dynamique des littéraires qui viennent de l'espace francophone qui peut apporter cela. La majorité des titres jeunesse qui ont été reçus sont majoritairement des pays anglophones. Qu'en est-il des pays francophones qui sont en général plus nombreux que les pays anglophones? Cinquièmement, il faut améliorer la qualité. J'ai souligné ici l'importance de ne pas avoir une approche j'ai souligné l'importance de ne pas avoir une approche victimisante. Il faudrait que la qualité des titres qui doivent être reconnus et promus doit être de caractère international, de standard compétitif. Sixièmement, il faut digitaliser les maillons de la chaîne du livre jeunesse. Peu d'éditeurs jusqu'à présent exploitent au maximum les potentialités du numérique. Peu d'éditeurs mettent leur collection en ligne. Ça veut dire parfois, pour connaître les livres pour enfants qui ont été publiés, il faut toujours aller faire des questions en direct. Il y a peu d'éditeurs qui mettent leur catalogue à jour de façon régulière et en ligne. Septièmement, il faut revoir les approches pédagogiques de la lecture en classe. La majorité des éditeurs et des écrivains de jeunesse qui s'en sortent sont ceux dont les ouvrages ont été intégrés dans les curriculums scolaires, parce que cela accroît le potentiel économique de ces livres-là. Donc, lorsque on enseigne, on permet aux enseignants de savoir comment intégrer les livres jeunesse dans les curriculums ou dans les programmes d'apprentissage à la lecture. Cela va accroître donc la visibilité et la légitimité de ces livres-là. Et enfin, la huitième proposition que nous faisons, c'est au niveau de l'édition solidaire et de la bibliodiversité que nous avons évoquée. Cela doit être davantage promu. Donc,
Il s'agit là de quelques actions, qui de manière structurelle, en accord avec les prix littéraires, pourront ultimement contribuer à la visibilité des prix littéraires pour la jeunesse sur le continent africain. Merci. Non, c'est ça, merci. Delali, elle a coupé son micro. Delali, le micro. Voilà. Oui, merci, désolée. Merci beaucoup pour ces riches échanges, c'était spécifique. Donc, je crois que ce sera là votre mot de la fin, n'est-ce pas? À moins que vous voulez ajouter quelque chose. Merci. Oui, le mot de fin, c'est juste encourager la consommation des livres existants, parler de ce qui est existant, faciliter les collaborations et les traductions des livres qui sont sur le marché. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Émilie, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que j'ai oublié de partager les images que j'avais préparées pour vous. Donc, je peux essayer de partager l'écran. J'en ai pour 2 minutes. Et comme ça, je vous ferai voir des belles images. Alors, je partage l'écran. Voilà. Et je vais essayer d'afficher, voilà, mon PowerPoint. C'était juste des petites images où je vous aurais parlé de moi, de ce que j'aime et de ce que je fais. Là, vous reconnaissez Babar et le Père Noël, parce que en termes de valorisation des collections à la BNF, il y a un blog qui s'appelle le blog Gallica. Gallica étant la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, et comme Babar et le Père Noël justement est en ligne, a été numérisé. J'ai fait pour Noël un billet de blog sur cet album qui me tient beaucoup à cœur, parce que précisément il parle de l'appropriation. Le Père Noël donne à Babar, il dit, moi je suis trop fatigué pour venir au pays des éléphants faire la distribution des cadeaux, mais je vous donne l'habit du Père Noël et vous deviendrez Père Noël. Et c'est cet habit qui fait voler le Père Noël, et j'aime beaucoup cette image. Je vous ai mis aussi cet album dont je suis littéralement amoureuse, Il fait nuit depuis 2 jours. Un album... pardon? On ne peut pas, je ne peux pas avoir la présentation. Je ne sais pas si c'est seulement à mon niveau. Vous voyez pas le... Non. Est-ce que vous avez partagé votre écran? Oui, je l'ai partagé. Wow. Attendez. Bon, je crois qu'il n'y a pas de souci. S'il y a un lien, ou soit vous nous laissez ça dans le chat. Alors, pourtant j'ai partagé l'audio, j'ai partagé l'écran, tout l'écran. À partir de l'application Streaming. Écoutez, alors j'ai un problème. Bon, je vous enverrai ça alors. Mais en même temps, c'est vrai que ça parle pas beaucoup si je suis pas derrière, parce que c'était que des images. Mais voilà, c'était que des images, et donc personne ne les voit. Je vous l'enverrai. Avec le risque qu'on comprenne pas tout, mais peut-être que, comme vous m'avez entendu, certains d'entre vous comprendront à la fois mes goûts, et puis je fais la publicité pour cette décennie, enfin la publicité, je montre une image, un visuel de la décennie des langues autochtones par l'ONU, dont on a parlé. Donc vous avez mon PowerPoint, et vous pouvez le diffuser. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup, et toutes nos félicitations pour ce que vous faites pour l'Afrique et pour les prix littéraires. Beaucoup de courage à vous aussi, et on compte sur vous. Pourquoi pas des collaborations futures encore sur d'autres projets. Très bien. Pour confirmer être des nôtres pour les prochaines fois, n'est-ce pas? Très bien. Et je compte sur vous pour le monde à travers les albums, pour en faire la publicité. Voilà. Tout à fait. Le monde, je prends note. Ok, bien, Madame Émilie, ce fut un plaisir. Merci d'avoir dégagé. Merci Delali, merci Christian. Merci à Herman qui a pu rester avec nous, et puis Michel aussi. Et à bientôt. Oui, merci beaucoup, Monsieur Christian aussi.
Chers internautes, voilà, ce soir, ce fut question du rôle et la contribution des prix littéraires à la promotion et la consécration du livre jeunesse en Afrique. Vous êtes amoureux de la littérature jeunesse africaine, vous y êtes vraiment engagé, vous faites beaucoup pour ce secteur, vraiment, vous étiez resté avec nous il y a de cela 1h30, vraiment, nous sommes honorés, merci. Et donc, nous disons, donc, nous prenons rendez-vous pour le mois prochain avec tout le plaisir qui sera pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup et on se dit donc à la prochaine. Merci. Bye. Au revoir. À bientôt. Bonne fin de semaine, bon week-end. Au revoir. Merci. Bye. Bye bye. Ciao. Ciao.